Voilà, nous allons reprendre. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir vous asseoir. Voilà, merci de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, qu'on puisse reprendre. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, je vous demanderai de bien vouloir reprendre vos places. Merci beaucoup. Donc, je le disais tout à l'heure, enfin, il y a 3-4 minutes, nous allons poursuivre donc sur cette... sur cette démonstration autour des outils technologiques et de l'apport qu'ils peuvent nous fournir pour justement attester des origines, on l'a vu déjà à plusieurs reprises, et aussi bien sûr en informer les consommateurs, puisque encore une fois c'est évidemment une demande croissante de la part de nous tous, et il faut donc des outils qui permettent jusqu'au smartphone d'avoir accès à cette info. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Pauvre. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, tu es, je le disais tout à l'heure, chef de projet traçabilité chez GS1 France. Alors, GS1 France, bien sûr, ici, tout le monde connaît. Donc, je ne me perdrai pas dans la présentation de GS1. Et tu vas nous expliquer, donc, effectivement, toi aussi, comment des outils technologiques peuvent aider le consommateur à avoir accès à cette information sur l'origine, notamment. Et suite à un partenariat et un projet que vous avez mis en place avec la coopérative Terrena. C'est ça, c'est ça. Donc, alors c'est à toi. Je ne vais pas faire de redite par rapport à ce qui a été dit par Connecting Food juste avant. Bien au contraire. Tout d'abord, merci Olivier pour l'invitation. Ça fait du bien de sortir un petit peu du téléphone et de voir un petit peu de monde. Je pense que ça va du bien à tout le monde. Merci aussi à vous d'être présents à cette heure tardive du déjeuner. Alors effectivement, donc moi je m'appelle Nicolas Pau, je travaille à GS1. J'ai un profil technique, donc je vais plutôt parler, et c'est bien le cas du sujet, du comment. Je ne vais pas parler du pourquoi les entreprises viennent à valoriser davantage les données jusqu'au consommateur. Ça a été largement expliqué juste avant par Maxime. Moi, je vais vous parler du comment. Avec cette petite image du iceberg qui a été aussi présentée juste avant, on va parler de la couche, des couches qui sont immergées, du sale boulot, entre guillemets, que les informaticiens doivent en général faire sur des projets de traçabilité, d'intégration de données issues de plusieurs sources, de plusieurs systèmes. Voilà, donc ce travail-là, on l'a fait avec Terrena. Donc GS1, on n'est pas offreur de solutions. C'est bien un projet collaboratif. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en introduction également, vous avez tous en tête donc, cette histoire de QR code, de code à 2 dimensions qu'on va mettre sur un packaging pour accéder à des services numériques, qui a été aussi présenté juste avant. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est ça, en fait, on va dire le standard pour accéder à ces services numériques qui permettent donc de valoriser, de faire du packaging étendu, etc. On va voir qu'il y a des limites à tout ça et que cette partie-là, c'est, entre guillemets, pas la plus importante. En tout cas, c'est pas la plus difficile. C'est vraiment pas la plus difficile. La majorité des cas, aujourd'hui, des entreprises qui mettent en place ce genre de système, c'est des systèmes qui restent dans des circuits fermés, entre guillemets fermés. C'est-à-dire que dans le code à 2 dimensions, vous avez un lien Internet qui va vous renvoyer vers un système interne à l'entreprise. Donc ça reste une base de données, on reste à la maison, en fait. Ou alors, on va aller chez un prestataire, donc chez Connecting Food et chez d'autres, mais on va rester, en fait, on va louer une maison, en fait. Mais il n'y a pas de... on reste dans un système fermé. On va voir que, et c'est finalement un peu l'approche pérenne et évolutive qu'a mis en place Terrena de travailler avec GS1, c'est de passer du temps avant de travailler sur finalement le front et l'application consommateur, c'est de travailler du temps sur les fondations. C'est de se dire, voilà, mon système, j'ai tout un tas de données dans tous les sens, j'ai effectivement un besoin de valoriser ces données auprès du consommateur, mais j'ai aussi d'autres besoins. Donc c'est de passer du temps sur une ambition, une stratégie par rapport à la traçabilité. Ça a été rappelé, la traçabilité, ce n'est qu'un moyen, qu'un outil. Donc il faut bien se poser les questions de qu'est-ce que je vais faire de ces données, comment je vais les valoriser, et quelles sont finalement les routes, les passerelles que je vais devoir mettre en place avant de travailler sur une application, avant d'investir dans une blockchain, etc. Alors, je ne travaille pas pour Terrena, donc juste quelques mots si vous ne les connaissez pas. Donc, c'est une coopérative, ce qui est important de retenir, c'est une coopérative polyvalente. Donc, effectivement, ils sont présents sur la viande, sur le céréal, sur tout un tas de filières.
C'est une coopérative qui a aujourd'hui plus de 20 000 adhérents, qui est une couverture européenne. Donc ils font beaucoup de MDD. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils maîtrisent toute la chaîne de valeur en fait, depuis donc, la production, avec leurs 20 000 exploitants, jusqu'à la mise en marché avec des marques propres, donc avec de la MDD, mais aussi avec des marques propres, notamment la Nouvelle Agriculture, qui est une marque qui est dans les rayons depuis peut-être 2-3 ans. Alors la Nouvelle Agriculture, encore une fois, je ne vais pas faire la promo de cette marque-là. C'est une marque en fait, qui répond à un cahier des charges un petit peu mieux de 10 ans, on va dire, que le conventionnel, avec des engagements pris sur 3 piliers essentiellement. Donc c'est le sans antibio, c'est l'alimentation de proximité, et le 3e pilier, c'est le sans OGM. Donc ça, voilà, c'est l'affichage marketing, c'est les engagements qui sont pris dans le cahier des charges et que les exploitants doivent respecter. Et c'est une marque donc, qui a été, je l'ai dit, qui a été lancée il y a seulement 2 ans, 3 ans, donc qui est nouvelle en fait, et qui n'a pas encore du tout une image en fait, de marque auprès du consommateur. Donc la direction marketing de l'époque, qui était le sponsor du projet, justement, a souhaité se différencier de la concurrence en valorisant les données, en soulevant le capot, en ayant cette approche de dire bon, moi, j'ai rien à cacher. Je vais justement, par rapport à ces piliers, je vais démontrer, je vais valoriser, je vais vraiment apporter la preuve, on revient à cette notion de preuve, qu'effectivement, la volaille que vous avez dans votre assiette, moi, je vous garantis qu'il n'y a pas d'OGM, qu'elle a mangé des céréales qui viennent de France, et vous pouvez vérifier par vous-même. Donc encore une fois, cette approche-là, c'est pas, il y a même 2 ans, 3 ans, c'était déjà quelque chose d'assez courant. Enfin, c'est pas la révolution. On l'a vu juste avant, où il y a tout un tas aujourd'hui d'industriels qui ont fait cette démarche-là. Donc rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est, encore une fois, je reviens à la technique, c'est l'approche technique qui a vraiment été différenciante. En ayant cette démarche de dire, OK, moi je vais passer du temps sur les fondations. Ça va être, on va dire, la première vitrine, on va dire le premier cas d'usage de mon projet de traçabilité. Mais derrière, j'ai tout un tas d'autres ambitions. Travailler sur du sourcing notamment, travailler sur de la performance logistique, parce que, et ça c'est la condition, j'ai fait un effort de standardiser mes données. Donc on en vient à GS1, qui est un organisme de standardisation pour lequel je travaille. Alors, voilà, c'est cette stratégie donc, qui a été mise en place à l'époque. Donc, aujourd'hui, ils ont mis en place une application grand public qui s'appelle monagriculteur.coop, qui permet de retrouver des informations sur l'origine, la provenance, et puis donc sur je vais vous la présenter juste après, sur également les pratiques agricoles. Mais derrière, en fait, il y a tout un tas d'autres services, pas seulement B2C, mais des services également B2B pour leurs clients, qui vont s'appuyer sur ce socle de données standardisées. Donc monagriculteur.coop, c'est une application, j'ai envie de dire comme beaucoup d'autres, qui existent aujourd'hui, qui est donc brandée Terrena, Nouvelle Agriculture, et donc qui permet aux consommateurs, en scannant le code barre du produit, en saisissant un numéro de lot, voire en scannant directement un code à 2 dimensions. Sur le moyen d'accès, ça reste des solutions qui sont aujourd'hui bien en place et rendues possibles grâce au smartphone. Donc d'accéder à des informations qui donnent davantage de visibilité sur le produit. Donc il y a trois temps, on va dire. Il y a 3 volets. Il y a un premier volet sur l'origine, finalement, d'où vient, par exemple, ma volaille. Donc avec une mise en avant de l'éleveur qui a élevé la volaille. Des informations non pas seulement sur le lieu d'élevage, mais également sur le lieu de provenance de l'alimentation, sur le lieu d'abattage. Voilà. Donc ça, encore une fois, pour garantir le fait que la volaille elle a bien mangé du grain issu de filières locales. Voilà, ça c'est le premier volet sur l'origine. Le deuxième, ça va être quels sont les engagements pris dans le cahier des charges de la Nouvelle Agriculture.
Donc là, c'est plutôt de, comment dire, quelles sont un peu pas les promesses, mais oui, en termes d'engagement, finalement. Donc, quels sont les engagements en termes de pratique, le sens OGM, etc. Et le troisième volet, c'est quelles sont les preuves, moi, que je vous apporte en tant que marque. Et donc là, c'est un affichage de type chronologique, timeline, qui permet de relater finalement l'histoire de la volaille depuis sa naissance jusqu'à sa mise en rayon. Donc il y a des informations, et c'est là où il y a eu une vraie problématique d'harmoniser les données pour pouvoir les intégrer et les afficher de cette façon-là. Parce qu'il y a des informations qui sont issues de systèmes du couvoir, issues de systèmes de l'éleveur, issues de systèmes de l'usine de transformation de l'aliment et de l'usine de transformation de la volaille, des informations issues des systèmes logistiques. Donc rien qu'en interne, hein, Terrena c'est un groupe intégré, vous aviez 6 systèmes d'information sources de ces données. Donc la facilité, hein, c'est de dire, bon, bah, toutes ces données-là, je fais appel à un offreur de solutions, c'est son problème. Il va les formater dans son univers, enfin, pour que ça matche bien avec son système. Mais la problématique derrière, c'est que vous vous retrouvez entre guillemets coincé, parce que si demain vous souhaitez changer de fournisseur de solutions, bah, vous devez tout refaire de zéro. Et si demain vous souhaitez partager ces données avec un client qui utilise un autre système, bah, c'est la même chose. Vous devez en fait, tout refaire de la saisie, retravailler à faire ce qu'on appelle une interface spécifiquement pour ce client. Et si vous avez 6, 7, 8 clients qui vous demandent la même chose, ce qui est aujourd'hui le cas avec, si vous travaillez avec des Carrefour et compagnie, qui ont leur propre blockchain, bah, chaque fois vous faites en fait cet effort de ressaisie de ces données que vous avez pourtant vous déjà dans vos systèmes. Donc c'est un petit peu dommage en fait cette démarche de dire moi la problématique qui est une problématique certes technique, c'est pas du tout sexy, mais c'est très structurant pour la suite. Si vous avez une ambition qui est bien au-delà que simplement dire bon bah ma volaille elle vient de tel endroit. Alors ça c'est rendu possible aussi évidemment par les outils numériques que la coopérative a mis en place pour ses éleveurs. Donc, et c'est rendu possible aussi par les engagements que les éleveurs ont pris en signant le cahier des charges de la nouvelle agriculture. Donc effectivement, hein, s'ils ne saisissent pas ces données et s'ils ne les saisissent pas bien, et ben ça ne sert à rien. Donc la facilité qu'a eu la coopérative, hein, c'est que c'est une obligation contractuelle et que si l'exploitant ne saisit pas ces données, il n'est pas payé, tout simplement. Mais c'est une obligation aussi réglementaire hein, pour certaines données. C'est pas simplement taper sur le. Enfin, c'est pas une démarche. Enfin, c'est assez constructif dans le sens où il y a déjà tout un tas de données qui sont réglementaires hein, sur la naissance, etc. Donc il y avait déjà un patrimoine de données existant. Alors voilà, donc c'est là où j'en viens à GS1. Donc GS1 apparemment vous connaissez tous, donc tant mieux, ça m'évite de présenter l'organisation. Donc en 2 mots, nous notre métier c'est de standardiser les choses pour qu'elles soient les plus facilement utilisées par les entreprises. Alors quand je parle de choses, hein, ça va être les données et ça va être des outils. Les outils de capture, notamment, vous connaissez tous le code barre, qui est effectivement le standard phare de GS1, puisque c'est GS1 qui a standardisé le code barre et qui aujourd'hui maintient les évolutions des différents codes barres sur le marché. Alors, donc qu'est-ce qu'on a fait avec Terrena? Donc déjà, la question que Terrena s'est posée à l'époque, c'était voilà, est-ce que je suis dans une démarche on va dire propriétaire, où je développe ma propre application pour ma propre marque et puis ça s'arrête là? Ou est-ce que je suis dans une démarche beaucoup plus intégrée avec mes clients ou mes fournisseurs et auquel cas, je n'ai pas le choix. En fait, je dois mettre en place des standards. Je dois faire appel à des standards de marché qui soient reconnus par l'ensemble de la filière et notamment par l'aval de la filière qui sont les distributeurs qui sont donc les principaux clients de Terrena. Donc la question ne s'est pas vraiment posée finalement sur est-ce que je dois mettre en place des standards ou pas, étant donné l'ambition qu'avait Terrena sur le projet.
Donc pour ça, il y a 3 principaux standards qui ont été mis en place. D'une part, c'est l'immatriculation des produits. Donc quand je parle de produit, c'est à la fois le produit fini avec un code que vous connaissez peut-être aussi qui s'appelle le GTIN, qui est le code qu'on retrouve dans les barres, en fait, du code barre qu'on retrouve dans les produits de grande consommation. Donc ça, c'est le nom pour les intimes, le GTIN, le Global Trade Item Number. Donc ça, c'est un code à 13 caractères qui est reconnu internationalement par tous les systèmes d'information des distributeurs, notamment les systèmes de caisse, et par les marketplaces également. Donc ça, pareil, il n'y a pas eu de question à se poser là-dessus. De toute façon, c'est une condition pour la mise en marché. Vous devez mettre en place ce type de codification. Et ça permet finalement de faire du référentiel, de faire ce qu'on appelle du référentiel de données, c'est-à-dire d'avoir des données de référence, comme la composition, les ingrédients, une image. Donc ces données-là qui sont des données statiques, qui ne vont pas varier en fonction des lots, mais qui restent associées à une gamme, enfin une référence produit. Ces données-là, elles vont être indexées par un code unique international, qui est le GTIN. Et donc là, il n'y a pas d'ambiguïté possible entre les systèmes, puisque en fonction du packaging, j'ai une certitude des données qui seront associées à ce packaging. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est sur les lieux. Alors là, sur les lieux, c'est beaucoup plus, on va dire, excusez-moi le terme, un peu le foutoir en termes de référentiel de données, parce que je vous évoquais les 5-6 systèmes là, que Terrena utilise pour récupérer ces données. Dans 5 ou 6 systèmes, chaque lieu a des identifiants qui n'ont pas du tout la même tête, qui n'ont pas du tout le même format. Et souvent, un lieu va avoir 2 identifiants. C'est-à-dire que dans le système A, la ferme de Tartampion, elle s'appelle Tartampion, et dans le système B, la même ferme Tartampion, elle s'appelle Tartampion, mais avec des majuscules ou avec 2 T. Voilà. Donc ça, c'est une problématique en matière d'intégration, parce que vous avez des données qui sont hétérogènes, qui se dupliquent, et donc la parade qui a été mise en place, hein, c'est de faire appel à une codification internationale unique via l'attribution de GLN, de Global Location Number, pour chaque lieu de la chaîne de valeur. Donc le couvoir, l'exploitant, même le bâtiment d'élevage, l'usine de transformation, l'usine d'alimentation et l'entrepôt. Et enfin, le dernier volet, c'est le langage, c'est-à-dire, OK, une fois que j'ai mon référentiel de produit, mon référentiel de lieu, comment je mets en musique tout ça en termes d'événements, c'est-à-dire mon produit, donc, qui va être une volaille, enfin un lot de volailles, hein, je ne trace pas encore la bête, mon lot de volaille qui est né à tel lieu, telle heure, qui est ensuite élevé tel lieu, telle heure, qui s'est alimenté de tel aliment sur tel lieu à telle heure, qui a été abattu, découpé, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des événements. Et pour que ces événements aient tous la même tête, encore une fois, pour les intégrer beaucoup plus facilement et les partager aussi avec des systèmes tiers, eh bien, le choix a été fait sur un standard de langage de traçabilité qui s'appelle EPCIS, qui est un nom un petit peu barbare, mais c'est finalement un langage en fait, qui permet de standardiser les événements pour qu'ils aient tous le même format. Et ça, c'est finalement, c'est ce qui va permettre, donc ça ressemble à ça, hein, pour les plus techniciens d'entre vous, enfin, qui sont si vous voulez plus de détails, en fait, c'est simplement, quand je parle de langage, c'est un format de données, okay, qui va toujours répondre, enfin, qui va toujours être structuré sur 4 dimensions. C'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est le quoi, en fait, c'est quels produits sont concernés par cet événement. Donc ça peut être un lot de volaille, ça peut être un lot d'alimentation, ça peut être un lot d'abattage. Donc là, c'est la notion objet. Okay. C'est quand est-ce que ça s'est passé. Donc là, c'est ce qu'on va appeler un timestamp, c'est-à-dire, enfin, je vais horodater l'événement, quand est-ce que c'est passé, où ça s'est produit, et qu'est-ce qui s'est vraiment passé en termes de processus métier. Donc, est-ce que mon objet, il a mangé quelque chose? Est-ce qu'il s'est fait découper en morceaux? Est-ce qu'il est né? Est-ce qu'il est mort? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des business process, qui sont aussi standardisés, donc c'est écrit tout petit.
dans ce qu'on appelle la sémantique internationale qui a été standardisée, qui permet d'avoir finalement le même langage, quels que soient les acteurs et quels que soient les systèmes. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est que une fois que j'ai fait ce sale boulot, encore une fois parce que c'est vraiment pas marrant, d'harmoniser tout ça, derrière, je peux parler, c'est comme si quand vous apprenez l'anglais. Vous êtes bilingue en anglais, vous pouvez bosser dans tous les pays du monde. Ben là, c'est la même histoire. Vous parlez ce langage, enfin vos systèmes, s'ils parlent ce langage-là, vous pouvez partager vos données de traçabilité avec vos clients, puisque vous vous basez sur un référentiel international. Et alors, pour faciliter l'intégration des données, puisque Terena, à l'époque, n'avait pas de ce qu'on appellera un data lake aujourd'hui, enfin une espèce de socle qui permet d'harmoniser toutes ces données. Donc, ils ont co-investi avec GS1 dans une plateforme de traçabilité où là, on a fait un petit peu le rôle d'opérateur de service parce que le marché des offreurs à l'époque n'était pas encore très mature par rapport au standard EPCIS. Donc on a investi dans une plateforme qui existe toujours, mais qui sert uniquement à des fins de démonstration et de test sur le standard. On n'est pas, nous, ça ne sera pas notre métier demain d'offrir des solutions de traçabilité. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Nicolas, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, nouvelle preuve qu'effectivement l'information, on peut la descendre jusqu'au consommateur avec donc une application voilà, simple et qui donne cette information précise et, voilà, et qui permet au consommateur d'en savoir plus sur effectivement d'où vient le produit qu'il consomme. Et toujours avec du scanning et toujours le smartphone dans la poche. Et après, sur les moyens, on reste sur des moyens comme voilà. Que tout le monde utilise aujourd'hui. Ouais. Et tout le monde a pris ce pli. Est-ce que vous avez des questions pour Nicolas? Oui, oui, monsieur, j'arrive, donc voilà, hop, et je la relaie. Oui, je vous écoute. Je vais rester à côté de ça, vous me direz. Alors, monsieur dit que tous ces outils, ce sont des obligations, enfin des obligations, sont des outils de moyens, mais qui permettent d'accéder à l'information. Mais est-ce qu'il y a des engagements ou des choses qui sont faites sur les résultats? Est-ce qu'il y a des obligations de résultats? C'est clair? Sur la traçabilité en général, vous voulez dire ou... Parce que, enfin, aujourd'hui, le principal... Sur la qualité des... Mais ça, c'est des obligations là, légales sur le bio, etc. Oui, de moyens, vous avez raison. Il y a un cahier des charges. Ouais. Alors voilà, donc est-ce qu'il existe des outils qui permettent aux consommateurs, cette fois-ci, de savoir quelle est la composition, c'est ça, du produit? Est-ce que ça va lui apporter? Si je résume, est-ce qu'il y a un lien entre les pratiques et le produit en bout de chaîne, quoi, c'est-à-dire le produit que le consommateur va pouvoir consommer sur la base de pratiques agricoles? Si je mets tel ou tel, je sais pas, engrais, ou le produit aura tel goût, tel... Ouais. En termes nutritionnels,
des apports réels du produit en fonction effectivement des procédés de production, sans rentrer dans le détail des procédés de production, puisque monsieur dit le consommateur ne sait pas si un produit hors sol ou un produit pleine terre va produire plus ou moins d'apports nutritifs. Mais voilà, au moins qu'il ait le résultat, quoi, le consommateur. Aujourd'hui, il y a des contrôles qualité qui sont évidemment effectués par les opérateurs à certains points de la chaîne. Par exemple, si vous prenez l'exemple de la tomate, sur du fruit et légumes, vous avez un contrôle qualité qui est fait lors de la récolte avec des paramètres qualité qui sont évalués. Ça va être la maturité, ça va être le taux de sucre, par exemple sur la pomme, ça va être taux de sucre, taux de... je ne suis pas agronome non plus, mais je sais qu'il y a des tests qualité qui sont faits lors de la récolte et lors de la... il y a ce qu'on appelle un agréage qui est fait lorsque les pommes aussi arrivent chez le distributeur, par exemple, sur la MDD. Le distributeur, il va contrôler que les pommes qui viennent de ses fournisseurs respectent un cahier des charges aussi qualité. Donc il y a des indicateurs qui sont relevés, qui sont malheureusement aujourd'hui pour la plupart relevés sur des papiers. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'outils numériques pour faire ça. Il y en a de plus en plus, mais ce n'est pas encore le cas. Et le standard, encore une fois, effectivement, vous avez raison, c'est un moyen finalement qui permettrait de pousser ces données dans un format standardisé jusqu'au consommateur. Mais derrière, on aurait des informations qui restent quand même assez techniques. Je pense qu'il y a quand même... derrière, il faut entre guillemets, les marketer, ces informations. Parce qu'on va avoir des informations que seul un responsable qualité est en capacité de comprendre. Un taux de sucre, un consommateur ne sait pas si 20 mg c'est un taux de sucre trop fort ou satisfaisant ou insuffisant. Il faut qu'il ait aussi le moyen d'évaluer, de savoir. Et puis en plus, après, ça va dépendre aussi de son âge, de sa corpulence, etc., de son activité. Donc bon, là, ça devient des infos compliquées. Ouais. Sur les dosages, par contre, il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent sur des projets d'intégration de données qui se passent sur la parcelle en matière de traitement phytosanitaire. Et aujourd'hui, en fait, seuls les exploitants en fait, ont une information précise sur les traitements qu'ils opèrent sur leur parcelle. Et évidemment, ils sont aussi contraints par des cahiers des charges. Mais aujourd'hui, ces données-là, elles sont très intéressantes parce qu'elles permettraient aussi de garantir aux consommateurs que tel produit n'a pas eu tel traitement. Voilà. Ou s'il en a eu, voilà quelles ont été les quantités qui ont été mises. Et ça, encore une fois, le standard permet aussi de remonter ces informations sur les traitements phytosanitaires. Il ne reste plus qu'à les rendre disponibles sur l'application. Voilà, répondre à ce que disait monsieur. Oui, effectivement, ce sont des infos très concrètes et qui servent, dont les consommateurs sont de plus en plus demandeurs aujourd'hui. Oui. Les traitements appliqués aux produits, etc. Absolument. Y a-t-il une autre question pour Nicolas Pauvre? Non. Bon, vous avez peut-être tous faim. Je pense que... Voilà. Bon, c'est parfait. Je vous remercie. Bon appétit. Merci Nicolas. Merci beaucoup Nicolas. On peut l'applaudir effectivement. Alors, je vous propose de nous retrouver dans 5 minutes pour la dernière partie de cette matinée. Alors, ça va être beaucoup plus court. Ce sont des pitchs de start-up. Donc, 3 start-up vont venir présenter leurs innovations produits. Ça va être à chaque fois très court. C'est des pitchs de 5 à 7 minutes maximum. Et donc, vous venir vous présenter 3 innovations. Alors, il y a deux innovations, 2 boissons innovantes, vous allez le voir. Une faite à partir de sève d'arbre et de thé matcha. Et la seconde qui est une infusion à partir de thé vert, de citron et d'autres ingrédients. Et puis, il y aura une start-up qui s'appelle la Révolution Champignon. Voilà, le nom en dit déjà long, sur effectivement son activité, donc qui travaille à partir des champignons. Et vous allez voir ce qu'ils font aussi. Donc voilà, rendez-vous dans 5 minutes à peine pour démarrer. Merci.